Une bonne résolution pour 2020, c'est de trouver des introductions un peu plus inspirées. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2020. J'espère qu'elle sera riche en plein de choses, en plein de belles lectures, en plein de belles découvertes, en plein de bonheur. Enfin bref, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses pour 2020. Et j'espère que ce sera un peu mieux que 2019. Parce que bon, à pas se mentir, c'était pas tous les jours facile. Qui dit nouvelle année, dit petit bilan littéraire. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter mes meilleures lectures de 2019 et aussi de les comparer avec des lectures qui étaient un peu moins bonnes. D'ailleurs, je pensais vous faire une vidéo meilleure et pire lecture de 2019 plus les livres que je veux lire en 2020, mais j'ai peur que ce soit un petit peu long. Donc je pense qu'on va faire ça en 2 vidéos. Et donc, avant de vous montrer toutes ces lectures, j'ai fait un petit bilan perso, voir ce que j'avais lu. En 2019, j'ai lu à peu près une 40aine de livres, ce qui n'est pas énorme, je trouve. Je m'étais fixé un objectif à 50, je ne l'ai pas atteint. Voilà, j'étais un petit peu deg, mais pas grave, hein. La lecture, ça reste un plaisir, donc pas de stress. Mais j'aimerais vraiment réussir à dépasser le cap des 50 bouquins pour 2020. Donc on va faire en sorte que... J'ai remarqué aussi qu'en 2019, j'avais lu pas mal de livres qui m'avaient plu, qui m'avaient beaucoup plu, mais j'ai pas eu d'énormes coups de cœur. Là, ce que je vais vous montrer, c'est les livres, je pense, qui m'ont le plus marqué cette année. Mais dans le lot, il y en a vraiment que un, peut-être deux qui sont vraiment des vrais coups de cœur. Mais voilà, l'année, il y a aucun livre qui a pu me frapper comme en 2018 avec la 5e saison, le livre de la Terre fracturée, Apostasie, tout ça. Là, j'ai vraiment eu beaucoup moins de gros coups de cœur, de trucs qui m'ont tenu aux tripes, quoi. Par contre, j'ai eu des lectures un peu moins bonnes. Et là, j'en ai mis deux de côté, les deux qui ont vraiment été des désillusions et voilà, des ratés. Mais ça, je vais vous montrer un petit peu après. D'abord, on va commencer par les bonnes lectures. 1 hour later. Bon, et bah super, je viens de voir que la caméra s'est coupée alors que je venais de présenter genre 3 livres. On recommence. Donc, je vais essayer de vous présenter mes meilleures lectures de l'année, un peu dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai lues. Je suis pas trop sûr de moi, mais bon, hein, c'est pas le plus important. Donc, on commence tout de suite avec une lecture que j'ai faite en février. Il s'agit du tome 2 de Anathème de Neal Stephenson, qui a été donc publié chez Albin Michel Imaginaire. J'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne. Mais voilà, ça a été une lecture de science-fiction qui m'a complètement retourné la tête. Ça a été genre mon énorme coup de cœur de SF. Et je pense que c'est le tout premier parce que pour l'instant, des livres de SF, j'en avais pas lu des tonnes. Mais voilà, celui-ci a été hyper marquant et j'espère que j'en lirai d'autres de la même envergure parce que voilà, c'était une prouesse, c'était hyper profond, hyper recherché. Moi, ça m'a fait réfléchir à plein de choses, à plein de concepts, que ce soit sur la philosophie, sur le langage, bref. Un livre super riche. Si vous êtes amateur de SF, je vous le conseille fois 1000. Et si vous n'avez jamais lu de SF et que vous voulez vous lancer, eh ben, je vous le conseille aussi. Peut-être pas fois 1000 parce qu'il n'est pas facile à commencer. C'est un livre vraiment assez complexe, mais quand on le termine, on en est changé et bouleversé. Et voilà, super bonne lecture. On continue sur une deuxième lecture dans mes tops de cette année 2019. Il s'agit d'une BD, d'un roman graphique. Et il s'agit de Heartstopper de Alice Oseman. Donc là, j'ai le premier tome, mais j'ai lu les 2 tomes sur l'année. Enfin, les 2 tomes sur je ne sais pas combien, parce qu'il y en a un 3e qui sort en 2020. Et voilà, une histoire d'amour trop mignonne qui fait chaud au cœur. Franchement, c'est marrant parce que la romance, c'est pas du tout mon truc. Et je pensais pas avoir un coup de cœur pour une romance un jour. Mais voilà, là, franchement, ça a fait fondre mon petit cœur et j'ai adoré. Ça se passe donc dans un lycée en Angleterre, je pense. Ouais, c'est pas des Américains. Hein. Non. Et voilà, on va suivre 2 adolescents, un qui est ouvertement gay et un qui ne l'est normalement pas. Enfin, du moins qui ne parle pas de sa sexualité et qui ne s'interroge pas trop et qui pour l'instant n'a eu que des copines. Et voilà, ils vont se lier d'amitié. Cette amitié va aller un peu plus loin et voilà, et c'est trop mignon. Franchement, j'ai adoré. Et donc pareil, si vous avez envie de vous réchauffer un petit peu le cœur, vu comment il caille dehors, eh bien ça pourrait peut-être vous aider. Et on continue avec une autre lecture coup de cœur pour cette année 2019 que j'ai vraiment adoré. Il s'agit du premier tome, enfin de la première partie du premier tome de La Voix des Rois des Archives de Rochard de Brandon Sanderson. Grosse saga de fantasy qu'on me conseillait depuis un petit moment.
D'ailleurs, Paper Palace n'y est pas pour rien. Et voilà, j'ai adoré cette première partie du premier tome. C'était vraiment génial. Moi qui lis pas énormément de fantasy, parce que souvent c'est des engagements à long terme, parce que c'est souvent des grosses sagas avec des tomes assez gros. Voilà, là j'ai quand même décidé de me lancer dans cette saga-là que j'ai adoré. Enfin, du moins, ce tome-là m'a vraiment fait kiffer. La dernière grosse saga de fantasy que j'avais lue, c'était Le Trône de Fer de George Martin. Et voilà, je pensais que ça allait être difficile de trouver quelqu'un qui allait réussir à l'égaler niveau complexité de l'intrigue, personnages creusés, univers hyper bien fouillé et tout. Et en fait, voilà, Brandon Sanderson, il l'a battu à plat de couture. Les personnages sont tous géniaux. On les aime tous. Il n'y a aucun moment où on se dit « Ah non, pas ce personnage-là ». Alors que, bon, je peux pas m'empêcher de comparer, mais dans Game of Thrones, voilà, bien souvent, quand on commence un chapitre, on se dit « Ah ouais, non, pas lui, fait chier et tout ». Et au final, on apprécie quand même notre lecture. Mais là, dans les archives de Rochard, chaque personnage me fait kiffer. Toutes les intrigues sont vraiment géniales. Les personnages sont ajoutés progressivement, donc on se sent pas trop perdu dans l'intrigue dès le début. Mais on sent qu'il y a un gros truc derrière et que l'univers il est hyper riche et hyper dense. Et voilà, gros coup de cœur. Si vous n'avez pas encore commencé les archives de Rochard, je peux que vous conseiller de vous y mettre parce que voilà, je pense que ça va être un chef-d'œuvre. Et j'espère, enfin de toute manière c'est sûr, il faut absolument que je lise la deuxième partie pour 2020 parce que j'en peux plus d'attendre. Avant-dernier livre pour mes lectures favorites de 2019, une lecture qui m'a marqué, qui m'a laissé un peu sans voix quand j'ai refermé la dernière page. Il s'agit du Mur invisible de Marlene Haushofer. Comme je vous l'ai déjà dit, eh bien, ce livre, il est sorti il y a un petit moment déjà, mais Digli en a parlé sur son compte Instagram, et à partir de ce moment-là, ça a donné envie. Mon téléphone vient juste de tomber du trépied, mais tout va bien. Je pense qu'il marche encore, j'espère, vu le prix. Putain, maintenant j'ai peur qu'il tombe. Je disais donc avant cet incident que Digli en a donc parlé sur son compte Instagram, et ça a donné envie à plein de gens de se lancer, dont moi, vu que je n'ai aucune personnalité. Et voilà, ça a été une lecture qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup marqué. Tout le long du livre, j'ai été vraiment emporté par ce qui arrivait à la narratrice dont on ne connaît pas le prénom. Et voilà, la fin est dingue, la fin est importante, la fin donne à réfléchir. Si vous avez loupé les vidéos où je parle de ce livre, on va suivre l'histoire d'une femme qui se retrouve enfermée un peu sur une montagne, en fait, dans un chalet, avec pas mal de terrain autour d'elle. Hein. Mais voilà, du jour au lendemain, il y a un mur invisible, en fait, qui apparaît autour de cette propriété. Et tout ce qui est à l'extérieur du mur est mort, donc elle se retrouve un peu seule au monde, et elle va devoir s'auto-gérer, cultiver pour survivre, pour manger. Elle va créer des liens avec les animaux locaux, parce qu'au final, il n'y a plus d'êtres humains avec qui sociabiliser. Et voilà, c'est vraiment un livre profond, un livre touchant et un livre important, je trouve. Et voilà, il m'a beaucoup marqué, et il faut le lire, je vous conseille vraiment. Il faut le lire. Et on termine avec la dernière grosse lecture marquante pour 2019. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, ça ne doit pas être une grande surprise. Il s'agit d'une cosmologie de monstres de Shona Mill, publiée chez Albin Michel Imaginaire, encore une fois. Ouais, je vais pas vous en reparler trop parce que j'ai déjà fait une vidéo complète, je crois, dessus. Mais voilà, ça a été un livre qui m'a fait frissonner et en même temps qui m'a captivé, qui m'a tenu en haleine jusqu'à la fin. J'ai trouvé la fin extraordinaire. Donc voilà, ce livre, on va suivre toute la vie d'une famille entière, une famille américaine qui est poursuivie par une force occulte qui va leur pourrir la vie. Voilà, il y a beaucoup de références à Lovecraft, au cinéma d'horreur, et voilà, c'est un livre que j'ai adoré, que je vous recommande vraiment. C'est dans mes top lectures de cette année. Je pense qu'il est aisément sur le podium du top 3, et ouais, franchement, je vous le conseille vraiment. Plongez-vous dans une cosmologie de monstres, ça vaut vraiment la peine. J'avais trop envie de vous parler d'une autre lecture, coup de cœur, mais coup de cœur de malade mental, genre qui bat à plat de couture tous les livres que je viens de vous présenter réunis. Mais ça attendra un petit peu parce que c'est une lecture que j'ai terminée, enfin que j'ai commencé à la toute fin d'année, mais que j'ai terminée là il n'y a pas très longtemps, en janvier. Donc il ne faut pas que je vous en parle maintenant. Elle compte pas pour 2019, mais stay tuned parce que ça va bientôt sortir sur la chaîne. Bon, et maintenant on va passer au sujet qui fâche, à savoir les flops de l'année. J'ai bien regardé dans tout ce que j'avais lu.
Au final, il n'y a vraiment que 2 livres qui pour moi ont été une vraie déception. Il y en a certains où je les ai terminés en me disant « Oh, c'était bien », mais ça n'a pas été une déception. Mais là, on est vraiment dans du flop. Ouais, j'aime pas parler mal de certains livres, mais voilà, là, il faut quand même que je vous en tienne un petit mot. Premièrement, on a La fille maudite du Capitaine Pirate, que j'ai lu durant le Pumpkin Autumn Challenge. C'est un livre qui est sorti il y a un petit moment déjà. Il me semble que le tome 1 est sorti il y a plus de 2 ans. Et le tome 2 est sorti il y a peut-être 1 an, je pense. Et voilà, c'est une duologie, c'est une BD, hein, c'est un roman graphique qui est extrêmement beau. Les dessins sont époustouflants et là-dessus, je ne peux rien dire parce que Jérémy A. Bastian a un talent de dessinateur extraordinaire. Vraiment, j'ai rien à dire. Le livre est très beau, l'édition est très très belle, c'est publié chez La Cerise sur le Gâteau. Ils ont fait un travail de reliure superbe et le livre est très très beau et le papier il est très cool. Enfin, tout est bien, sauf le plus important. Et l'histoire et le scénario. Voilà, je vais peut-être me faire taper dessus parce que je sais qu'il y a des gens qui ont adoré ce roman graphique. Mais alors pour moi, ça a été un raté des plus totales. On est dans une histoire de pirate. Alors l'histoire de pirate, de base, j'en lis pas vraiment. Je vais pas dire que c'est pas mon truc parce que j'en ai pas lu pour me faire un avis sur la question. Mais en effet, c'est pas mes lectures de prédilection. Néanmoins, vu la qualité des dessins, je me suis dit, bah, c'est sûr qu'il va réussir à m'emporter dans cet univers de piraterie. Et voilà, je l'ai commencé avec envie et avec plaisir. Et non, en fait. Et non. Franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va. Il a créé un monde complètement loufoque et presque dénué de sens. Alors d'habitude, ça ne me dérange pas. Pour l'exemple le plus connu, j'ai adoré Alice au Pays des Merveilles et on est vraiment dans un truc ultra barré qui n'a pas beaucoup de sens, même si on sent toute une métaphore derrière. Et c'est là que ça m'a dérangé. En fait, pour moi, quand on crée un univers complètement barré, sans logique, il faut que derrière, il y ait un sens, il y ait... En fait, on ne peut pas faire un truc sans aucun sens totalement gratuitement. Pour moi, si on doit créer un monde chaotique et où on a l'impression qu'il n'y a pas de sens, c'est soit pour dénoncer quelque chose, soit pour mettre en exergue, je sais pas, la folie humaine ou ce genre de truc. Bref, il faut trouver un sens à ce qu'on fait. Et pour moi, le livre ici, La fille maudite du Capitaine Pirate, il n'a pas de fond et pas de sens. Et il est complètement gratuit. Et pour moi, même la lecture la plus légère ou la plus drôle a toujours un message à faire passer, à faire véhiculer. Et là, en fait, je ne me suis pas senti touchée par l'histoire. Parce que voilà, pour moi, elle est dénuée de sens, elle est dénuée de fond. Et c'est bien beau de mettre le paquet sur la forme, parce que comme je le dis, Jérémy Bastian a un talent de dessinateur extraordinaire. Mais dans ce cas-là, tu fais un artbook, en fait. Tu ne construis pas une histoire sur base de rien. Et voilà, je suis peut-être un petit peu dur avec le livre, mais j'ai eu du mal à le terminer, alors que c'est une BD et que les dessins me plaisent. Donc normalement, ça passe. Mais là, ouais, ça a été un raté total. Et j'ai pas compris l'intérêt, en fait, du livre. Je l'ai trouvé sans intérêt, sans fond. Et voilà, réelle déception parce que c'était prometteur, les éditions ont fait un bon travail et le dessinateur a fait un travail génial, mais voilà, ça s'arrête là. Et c'est bien dommage parce que je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux. Donc, gros flop de l'année. Ah, je vous jure, je suis pas bien, j'aime pas démonter des livres comme ça, il faut que je sois un peu plus gentil, je pense. Et on va terminer sur une déception immense pour cette année 2019. Franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je vais vous parler d'un livre que je n'ai même pas encore fini et dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, si le mot flop et désillusion devait être résumé en un seul livre, eh bien, ça serait sous le titre des Furtifs de Alain Damasio. J'ai commencé Les Furtifs de Alain Damasio, l'auteur de renom qui a écrit La Horde du Contrevent, que je n'ai pas encore lu et que je compte bien lire en 2020. Mais voilà, il a sorti Les Furtifs, je me suis dit, oh, allez, je vais commencer par celui-ci, il me tente de ouf, l'histoire a l'air trop bien, cette histoire de créatures que les gens n'arrivent pas à voir, qui vivent un peu dans l'angle mort de l'œil humain. Un petit peu comme un certain épisode de Doctor Who que j'adore, les fans se reconnaîtront. Bref, voilà, ça me parlait bien, ça me faisait hyper envie. Et autant la première partie du livre, on va dire le premier tiers, m'a embarqué, j'arrivais pas à le lâcher, je trouvais ça génial, je trouvais ça hyper prenant. Autant toute la suite, encore une fois, je l'ai trouvé dénué de sens dans la mesure où
Alain Damasio s'est perdu dans son intrigue. Pour moi, il n'a pas maîtrisé du tout son intrigue, il s'est complètement perdu. Il a transformé son roman en un gros tract politique engagé. Certes, qui est engagé pour moi pour les bonnes raisons, et je rejoins beaucoup des idées politiques de Damasio, mais j'avais pas envie de lire un tract politique en fait. Même si intégrer de la politique à son discours, ça ne m'embête pas, parce que comme je le disais, ça fait partie d'un tout et ça crée le fond même du roman. Mais sauf que là, il s'est complètement perdu parce qu'il n'en est venu à parler que d'engagement politique, en oubliant totalement ses personnages, leur intrigue, ce qui les pousse à aller toujours plus loin. Et ouais, pour moi, c'est un raté total. Je me suis arrêté à page 500 sur 700. Donc, il me reste 200 pages à lire. Il me reste un peu... Voilà, ça... Il faudrait que je le termine. Il faudrait vraiment que je le termine et j'aimerais bien trouver le courage de le terminer en 2020. Mais voilà, ça va pas être facile de me remettre dedans parce que désillusion et déception font que j'ai pas très envie. Même si j'aimerais bien savoir le fin mot de l'histoire, mais des amis m'ont dit que au final, la fin était dénuée d'intérêt aussi parce qu'on n'avait pas plus de réponses que ça sur l'origine même des furtifs. Donc pourquoi m'infliger ça? Je ne sais pas, on verra. D'ailleurs, un autre problème de ce roman que j'ai trouvé problématique, et j'ai vu que c'est un problème qui n'a pas été énormément relevé parmi les lecteurs des furtifs qui ont été déçus. J'ai trouvé que parfois, la résolution de certains problèmes tombait comme un cheveu sur la soupe. Je vous explique. Dans les furtifs, on va suivre un homme qui a perdu sa fille et qui sait que sa disparition est liée aux furtifs, donc des créatures qui vivent un peu dans notre angle mort et que les humains ne peuvent pas voir. Et il va rejoindre une section militaire qui étudie et chasse les furtifs. Cette section militaire existe depuis quand même, je pense, une bonne dizaine d'années. Donc voilà, ils font à fond leurs recherches. Et en fait, au fur et à mesure du livre, ils vont aller toujours plus loin dans leur enquête. Ils vont découvrir des choses sur les furtifs. Sauf qu'à chaque fois, les découvertes, mais elles tombent comme un cheveu sur la soupe. Du genre, ils vont chercher pendant 300 pages un truc qu'ils vont finalement réussir par trouver. Il y a quelqu'un qui va leur dire « Ah, mais vous saviez pas, mais il y a une organisation secrète qui étudie les furtifs. Tenez, bah voici leur adresse. » Ils y vont, ils apprennent plein de choses. Tu te dis quand même, en plus de 10 ans d'études militaires, je pense que cette organisation parallèle aurait été découverte depuis. Mais apparemment non. Ils arrivent dans ce groupe secret qui va leur révéler des trucs sur les furtifs et de nouvelles interrogations vont arriver. Et là, le groupe va leur dire « Nous n'avons pas les réponses, mais nous connaissons une personne qui s'y connaît encore mieux. Voici son adresse. » Pardon? Encore? Tu nous rejoues 2 fois le coup de « Nous, on sait pas, mais on connaît quelqu'un. » Enfin, c'est le Deus Ex Machina de base que... C'est un peu trop facile, en fait, de résoudre les énigmes à base de oh, « Je connais quelqu'un qui sait tout. » Non. Et quand ils vont voir ce personnage, lui aussi leur fait le coup de oh, « Je n'ai pas toutes les réponses à vos questions, mais je connais quelqu'un qui en sait beaucoup plus que moi. » Vraiment. Donc voilà, rien que ça, pour moi, ça a décrédibilisé tout le récit parce que qu'ils nous sortent le coup de « Quelqu'un sait toutes les réponses une fois. » Ok, mais nous la sortent 3 fois d'affilée. Bah franchement, non. Non, pour moi, ça a tout cassé. Déjà que j'en avais un petit peu marre, mais voilà. Donc, gros flop. Gros flop. Est-ce que je recommande les furtifs? Je peux le recommander parce que le livre a quand même de nombreuses qualités. Et là, je ne le mets pas en avant parce que je vous parle des points qui m'ont déçu. Mais le début de l'histoire est très bien. Les personnages sont plutôt cool. Il y a toute une recherche sur la typographie, sur la manière de mettre en avant les personnages qui, je trouve, est bien faite. Mais beaucoup de personnes m'ont dit que il a fait exactement la même chose dans l'Ordre du Contrevent et que c'était presque mieux fait et plus pertinent. Donc, ouais, je pense que je suis pas sûr de le terminer. Mais dans tous les cas, je pense vraiment me lancer dans l'Ordre du Contrevent parce qu'apparemment, c'est mieux maîtrisé. L'histoire est beaucoup mieux, les personnages sont mieux, l'intrigue est meilleure. Enfin, ouais, je viens de me convaincre tout seul en fait de ne peut-être pas terminer les furtifs. Ce qui est dommage parce que bon, je l'ai payé quand même assez cher. Et puis en plus, bon, je l'ai fait dédicacer et j'ai trouvé que Damasio était quelqu'un de hyper intéressant, très érudit et très gentil. Donc voilà, ça me fait pas plaisir de dire du mal de son roman, mais bon, je vais pas vous mentir. Donc voilà, c'est tout pour ce top et flop de l'année. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quels sont vos livres préférés de 2019 et quels sont les flops. C'est toujours intéressant de savoir ce que vous lisez et ce que vous avez aimé ou moins aimé. Oh, je viens de penser à un truc. Oh my god.
Je vous fais une parenthèse, mais alors dans mes tops de l'année, il y a bien évidemment le dernier tome de La Passe Miroir. Je viens de voir que je ne l'avais pas mis parce qu'il n'est pas dans ma bibliothèque, parce que je l'ai prêté à ma maman. Mais j'en parlerai plus tard dans une update lecture, mais clairement La Passe Miroir, meilleure lecture du mois de décembre. N'en déplaise à ceux qui n'ont pas aimé la fin, j'ai trouvé ça fantastique. Bref, cette fois-ci, c'est la fin pour de vrai. Je vous souhaite encore une très bonne année 2020, qu'elle soit riche en plein de bonnes choses. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.